qu'au besoin, tous les devoirs de l'enquête seront réalisés avec le soutien du gouvernement si le magistrat estime que l'exhumation est nécessaire. Le magistrat le demandera, mais il n'appartient pas à Human Rights Watch à se substituer à nos institutions. Quant à la liste qui est disponible, oui, une liste existe. D'après ce que nous savons, la liste fait partie du dossier judiciaire qui est entre les mains du magistrat. Donc on ne peut pas en même temps exiger que la justice puisse faire la lumière sur une affaire et croire que tout le monde peut commencer à siéger là-dessus pour y statuer. Hein, que nous, que le public, les journalistes, puisque l'affaire a été confiée par le ministre de la Justice au parquet, l'hôtel de ville, tout le monde a remis tous les dossiers irrelatifs au magistrat. Et le magistrat décidera en âme et conscience du moment où il voudra mettre ces documents à la disposition de qui que ce soit. Je ne connais pas de pays au monde où l'office d'un magistrat peut être accessible à tout le monde pour aller consulter tous les dossiers dans une instruction qui a cours. Parce que l'instruction a encore cours, l'instruction n'est pas encore terminée. Donc il faut tenir compte du fait que c'est une affaire qui a été confiée à la magistrature et que c'est la magistrature qui détient ces dossiers. Et donc elles sont devenues, je pense, indisponibles du fait que l'hôtel de ville a dû, sur réquisition du magistrat, se débarrasser de ces documents et les remettre au magistrat instructeur que vous connaissez et que vous pourriez voir pour voir avec lui pourquoi il ne peut pas les mettre à votre disposition pour l'instant. Voilà les réponses que je peux apporter aux questions que vous m'avez posées. Abibou Bangré pour l'AFP, 2 questions. La première concerne le cas Tom Malinowski. Ce n'est pas la première déclaration des États-Unis qui met en colère Kinshasa. Je voulais savoir si le pays était prêt à se passer de l'aide des États-Unis pour les prochaines élections si ça continuait. Et l'autre question concernant l'attaque contre l'aéroport de Goma, le CIDOP, une organisation des droits de l'homme basée au Nord Kivu, dénonce des arrestations arbitraires opérées par l'ANR et l'AGR et notamment de personnes d'origine nandais. Que répondez-vous? En ce qui concerne les déclarations du secrétaire d'État, du sous-secrétaire d'État Malinowski, je suis un peu surpris par la tournure de votre question. Est-ce que cela veut dire que si la République démocratique du Congo trouve questionnable la déclaration d'un préposé de l'administration américaine, cela veut dire, comme conséquence pour vous, que nous renonçons à l'aide américaine? Dans quel monde sommes-nous? Si on ne peut plus dire aux amis ce que l'on pense, sans pouvoir renoncer à toute coopération, alors je pense que vous avez tout faux. Nous avons le droit de dire nous sommes contents ou nous ne sommes pas contents de la manière dont les choses se passent. Et s'agissant de l'aide américaine, il ne faut pas essayer de nous la faire. Nous avons reçu des promesses de toute la communauté internationale en 2011. Vous n'étiez pas ici. Nous qui étions ici, nous savons ce qu'il en a été. Nous n'avons vu que des papiers. Nous n'avons entendu que des discours. Nous n'avons pas vu le moindre sous-vaillant. Et nous avons dû prendre sur nos budgets sociaux de l'argent pour financer les élections de 2011 à 95%. Donc c'est une éventualité qui a cessé de nous faire trembler. Il faut arrêter avec ces petites menaces. Nous avons des amis, nous leur disons ce que nous pensons, ils restent nos amis. Nous ne pensons pas que tout le gouvernement américain a le style de Malinowski. Tous les membres du gouvernement américain ne passent pas par des associations militantes comme Human Rights Watch avant de venir au gouvernement pour avoir ce type de langage très peu diplomatique. Nous avons reçu ici un secrétaire d'État américain qui est le patron de Malinowski, qui a eu des propos très diplomatiques que nous avons beaucoup appréciés. Monsieur John Kerry, pourquoi voulez-vous que, parce que nous faisons des remarques sur le ton de M. Malinowski, que nous faisons des remarques sur le fait qu'il y a des matières sur lesquelles nous n'acceptons pas des ingérences, que nous ouvrions un conflit avec les États-Unis jusqu'à renoncer à leur soutien. S'ils veulent nous soutenir, nous sommes d'accord d'accepter leur aide, mais il n'y a aucun lien entre le fait que nous apprécions négativement les propos et les attitudes d'un préposé américain avec le fait que nous cessons de pouvoir bénéficier de la coopération que nous avons avec les États-Unis, qui est une coopération extrêmement fructueuse. L'un n'est pas nécessairement synonyme de l'autre. Alors,
vous dites qu'il y a une ONG du Kivu qui dénonce les arrestations. Je pense que ces arrestations sont opérées selon les règles de l'art. La police judiciaire est impliquée, les dépositions sont faites devant des officiers de police judiciaire assermentés. Si cette ONG dont vous parlez a des éléments qui infirment ce qui est dit ici, elle peut prendre contact avec les avocats des personnes qui sont interpellées pour faire valoir leur droit à la défense. Nous ne sommes pas déjà au tribunal, pourquoi se presser? Nous ne sommes pas devant les juges pour pouvoir dire tel est innocent, tel n'est pas innocent. On n'a condamné personne. Voilà une agitation bien suspecte. On interpelle des gens, on leur demande quel est le rôle qu'ils ont pu jouer. Des gens sont dénoncés par d'autres. Est-ce que la justice a le droit de les entendre, oui ou non? Nous serions le premier pays à renoncer à entendre quelqu'un qui est dénoncé par quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des ONG qui vont dire qu'on les a arrêtés de manière irrégulière. Quelle irrégularité? C'est tout à fait normal que lorsque quelqu'un est cité par une personne prise en flagrant délit d'un crime, que cette personne soit convoquée, qu'elle soit entendue, et tant que les règles qui président au fonctionnement de la justice sont respectées, il n'appartient à personne de venir nous empêcher notre justice de pouvoir fonctionner. Ce n'est pas de cette manière-là que nous pourrons arriver à mettre fin à cette chienlit qui s'est emparée de cette partie du pays, et je pense qu'il n'y a qu'un juge qui pourra déterminer avec autorité qui est innocent et qui est coupable, pas votre ONG là. C'est M. Alain Waikani pour la télévision centrale de Chine, CCTV. Monsieur le ministre, le président finit à consulter... Non, monsieur, il n'a pas encore fini à consulter. Ok, merci. Vous avez dit ici qu'il y a des gens qui refusent, selon leur réseau, ils donnent leur réseau, ils ne peuvent pas venir voir le président pour être consultés. Alors, qu'est-ce que le gouvernement compte faire? Est-ce qu'on va aller toujours comme ça s'est passé avec la concertation, où il y a des gens qui sont restés, mais qui représentent quand même quelque chose au sein de la communauté congolaise? Deuxième question, depuis que Ngudjolo a été renvoyé ici, l'ancien commandant des FRPI, vous avez dit dans votre déclaration qu'il était amené quelque part pour des débriefings parce qu'il est militaire. Depuis lors, on n'a plus de ces nouvelles. Vous êtes sûr que vous racontez n'importe quoi? Moi, je dis ce que je n'ai plus. Vous êtes sûr qu'on n'a pas de ces nouvelles? Pour un journaliste, sincèrement, vous m'étonnez. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il a... On aurait dit... Même vos amis se moquent. Que les FARDC ont refusé de l'intégrer. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Vous êtes sûr qu'on n'a pas de nouvelles du sieur Ngudjolo? Je ne sais pas. Excusez-moi. Il y a d'autres journalistes ici. On n'a pas de nouvelles de M. Ngudjolo. M. Ngudjolo a été l'invité du gouvernement pendant une semaine à sa demande. C'est quelqu'un qui habite l'Ituri, qui avait été arrêté lorsqu'il était en Ituri, qui n'est passé par Kinshasa que pour aller au tribunal de La Haye, et qui, au retour, a demandé au gouvernement de l'héberger pendant une semaine, le temps qu'il se prépare pour rentrer chez lui. Il a été hébergé pendant une semaine, et à la fin de la semaine, lorsque le gouvernement a mis fin à son hébergement, M. Ngudjolo est allé dans sa famille, mais il a déploré le fait que le gouvernement mette fin à son hébergement parce qu'il estimait qu'il était officier de l'armée. Et on lui a dit qu'il fallait faire des formalités. Il est peut-être un candidat officier dans l'armée, il faut des procédures. Parce qu'il n'a jamais fait partie de l'armée, il faisait partie d'un groupe armé et qu'il y a des procédures pour pouvoir intégrer l'armée. Mais M. Ngudjolo est tout à fait libre. Il a déjà parlé avec beaucoup de vos collègues. Il a même remis en cause le fait qu'on ne lui a pas donné son grade directement. Il préfère avoir son grade directement au lieu de passer par des procédures. Et vous êtes là à me dire qu'on n'a pas de nouvelles de M. Ngudjolo. Il est tout à fait libre de ses mouvements, il est avec sa famille. Personne ne nous a jamais dit ça. C'est la première fois que j'entends une telle information, que Ngudjolo, on n'a pas de nouvelles de Ngudjolo. Donc il est tout à fait libre, il circule. Le seul problème qui se pose, c'est qu'il attend la décision de l'état-major général parce qu'il veut intégrer les forces armées et qu'on examine son dossier, on va lui répondre. S'il peut intégrer ou non, il faut remplir un certain nombre de conditions. Voilà tout. C'est un homme libre comme vous, comme moi. Gloria Mbouya, Télé 50. Deux préoccupations. La première, quelques élus du peuple, notamment ressortissants du Nord Kivu, vous ont cité nommément
d'avoir tenu des propos d'incitation à la haine dans l'attaque de l'aéroport de Goma en impliquant tout le peuple nandais. Qu'en dites-vous? Deuxième préoccupation, l'armée vient de connaître un ménage. Qu'est-ce qui explique ce changement et quelle incidence pour la traite contre les ADF? Merci. Tout d'abord, s'il y a des gens qui aiment bien faire de l'autoflagellation, libre à eux, citer des communautés congolaises. Je viens de faire toute une mise au point concernant ce qui se passe à Goma et à Beni. Je ne sais pas si on a cité un seul groupe ethnique, même au pire moment du M23. Je ne sais pas si vous avez, dans la communication du gouvernement, entendu le porte-parole du gouvernement citer un seul groupe ethnique. Ça n'est pas arrivé et ça n'arrivera pas. Et ce n'est pas demain que ça arrivera. Donc je demande de la manière la plus catégorique cette accusation, qui est une fausse accusation, et je dirais même un mensonge. Et je remets souvent à sa place ceux de vos collègues qui me posent des questions sur cette histoire-là, puisque, oh, les Nandais, je dis non, il n'y a pas de République de Nandais. Il y a des Congolais qui sont partout au Congo, parce que la libre circulation existe, parce que la responsabilité pénale est individuelle. Donc jamais nous ne accepterons que l'on puisse rendre un groupe ethnique quelconque coupable d'un acte posé par un individu. C'est tout ce que nous disons, parce que la terminologie du gouvernement n'englobe pas ces mots-là. De prendre des groupes ethniques, de pouvoir les donner en pâture, cela n'existe pas. Mais il y a des gens qui ont besoin de se faire des ennemis. Il y a des gens qui ont besoin de se victimiser, libre à eux, mais je demande de la manière la plus catégorique, ni moi-même comme individu, ni le gouvernement dans sa communication, jamais nous n'avons mis en cause un groupe ethnique, et c'est vous qui venez de citer le groupe Nandais dans votre question. Dans cette salle ici, c'est vous qui venez de citer le groupe Nandais. J'ai déjà parlé depuis longtemps, c'est vous qui venez de le citer. Antenne A va clôturer alors la communication de ce jour. Monsieur le ministre, lors de, disons, au sortir de l'audience que lui a accordé le chef de l'État au Palais de la Nation, l'honorable Némoine Nansemi, pour ne pas le citer, a déclaré exactement ceci: il est inutile ou ça ne sert à rien de changer chaque fois de chauffeur alors que le véhicule reste le même. Ça veut dire qu'il y a un problème beaucoup plus profond qui n'a jamais été traité et résolu par les politiques, qui chaque fois convoquent ou organisent des dialogues, bien que le dialogue doit être toujours encouragé, il doit être permanent. Le constat est que chaque fois que les politiciens se sont réunis, ça finit toujours par un partage de gâteau, comme on dit souvent, c'est-à-dire gouvernement de transition, gouvernement de cohésion nationale, que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, encore avec les concertations nationales, il y a eu ce changement-là. Alors, est-ce que vous pensez que cette fois, les partis politiques, la classe politique congolaise est-elle prête, en commençant par la majorité au pouvoir, d'examiner ce problème qui n'a jamais été examiné, qui fait qu'il y ait toujours des crises récurrentes et que le Congo continue à faire un éternel recommencement? Tout d'abord, je dirais que le rôle de la classe politique est justement de mettre le doigt sur le vrai problème, comme vous le dites. C'est pour cela qu'existent les partis politiques. C'est pour cela qu'existent probablement aussi les associations de la société civile. Réfléchir sur le devenir de notre pays. Donner une signification aux problèmes que nous traversons, qui assaillent notre société. Donc il m'est tout à fait malaisé de pouvoir vous dire exactement quelle sera la définition que les acteurs politiques et sociaux congolais, que le président invite à ces cogitations, qu'est-ce qu'ils donneront comme contenu à cette crise de confiance qui existe entre ce que nous voulons et ce que nous faisons généralement. Nous prenons des décisions, nous avons une constitution, il faut décentraliser. Au moment où on veut passer à la phase de décentralisation, des gens se lèvent pour dire ce n'est pas possible. Soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard, soit c'est proche d'une échéance qui ne permet pas de.
On dit qu'il faut démocratiser, il faut faire des élections en commençant par la base. Lorsqu'on veut commencer des élections par la base, il y en a qui se lèvent pour dire non, c'est le sommet qui est plus important. Donc on va de contradiction en contradiction. Il y a certainement une cause à cela. Il y a certainement une cause à cela. Mais cette cause, il ne m'appartient pas à moi, porte-parole du gouvernement, de la définir. Cette cause doit être définie par la classe politique dans son ensemble. C'est pour cela que le président estime que parler est la chose la plus importante aujourd'hui. Ce dialogue-là permettra aux uns et aux autres de mettre le doigt dans la plaie pour comprendre exactement pourquoi la même attitude nous caractérise, pourquoi les mêmes contradictions nous poursuivent, pourquoi nous donnons l'impression de faire du surplace alors que nous avons pris des résolutions qui paraissent bonnes. Puisque cette constitution, je n'en vois pas beaucoup qui la remettent en cause. Toutes ces résolutions que nous avons prises ne sont pas nécessairement remises en cause. Mais pourquoi chaque fois que nous voulons passer à l'exécution, il y a des controverses? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi il y a des résistances à la logique de mise en œuvre des décisions que nous avons prises nous-mêmes? Les réponses sont à chercher en nous-mêmes. Pourquoi croyons-nous que nous sommes incapables, 54 ans après l'indépendance, de nous retrouver face à face pour parler, sans la présence de maîtres étrangers? Il y a un problème. Nous devons définir la nature de ce problème-là, le visiter et éventuellement l'éradiquer, parce que c'est un mal qui se trouve en nous-mêmes. Nous devons nous soigner. Et pour nous soigner, nous devons le vouloir. Pour le vouloir, nous devons être ensemble pour nous mettre d'accord sur la nature du mal dont nous sommes porteurs. Je pense que c'est ça, le rôle que le président a tenu à se donner, le rôle que nous lui avons donné en l'élisant comme président de la République, et donc garant de l'unité nationale, garant de la cohésion du pays, garant de la bonne santé des institutions nationales. C'est à ce niveau-là que nous pourrons définir les choses. Bon, maintenant que chaque fois qu'on se retrouve, il faut toujours s'attendre à ce qu'on en sorte avec un gouvernement, je pense qu'il y a des moments où les Congolais se retrouvent sans qu'ils en sortent avec un gouvernement. Parce que tous les jours, les Congolais se retrouvent. Au Parlement, ils se parlent, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Dans les assemblées provinciales, ils se retrouvent. Ils parlent. Ce n'est pas tous les jours au sujet d'avoir un gouvernement beaucoup plus large, etc. Si, lorsqu'ils se parlent, des décisions importantes sont prises, qui nécessitent la mise en place de structures appelées à mettre en œuvre cela, je pense que le propre de tous les pays, c'est cela. Il faut se donner une équipe qui a pour mission de mettre en œuvre des résolutions ou des décisions qui ont été adoptées par des grands-messes de cette nature-là. Mais le président essaye maintenant de trouver une formule qui nous sorte un peu de l'ornière. C'est pourquoi il a choisi cette consultation des partis politiques, des décideurs au niveau de la société civile, pour voir quelle est la meilleure formule qui nous écarte du train-train quotidien auquel notre peuple finalement est habitué et est devenu plus ou moins las. Parce que si les mêmes causes doivent continuer à produire les mêmes effets, je pense qu'il faut essayer de tracer un autre cheminement, et c'est ce que nous sommes occupés à rechercher. Alors le refus d'aller à ces consultations qui précèdent le dialogue, pour moi, n'a pas beaucoup de sens si nous voulons trouver une solution qui soit beaucoup plus efficace que celle que nous avons pu dégager jusque maintenant. Il n'y a qu'en se parlant que nous pouvons trouver des réponses aux questions fondamentales que vous soulevez. Ainsi, on a clôturé pour aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de préoccupations. Voilà. On peut rester là et on va continuer à parler des mêmes choses parce que ce sont les mêmes préoccupations qui vont continuer à se